Merci beaucoup, c'est le conducteur pour cette rencontre. Merci beaucoup. On est venu à 3 ce soir et j'aimerais d'abord, dans un premier temps, pouvez-vous faire, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour mon ami, mon frère, mon acolyte. C'est le 3e film ensemble, ça fait 20 ans 20 ans 20 ans qu'on travaille ensemble. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Monsieur Grand Corps Malade. Merci beaucoup. On va garder un maximum aussi d'applaudissements et d'énergie pour mon co-auteur, mon co-réalisateur. Voilà, c'est vraiment toujours un plaisir de travailler avec lui. Ça fait 3 films, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Monsieur Mehdi Idir. Et enfin, mesdames, messieurs, notre ami, notre frère, celui qui joue Charles Aznavour dans ce film. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Monsieur Tahar Rahim. Merci beaucoup. Messieurs, est-ce que vous avancez un peu? Je voulais juste vous dire que Tahar Rahim va très bien, mais certains peut-être vont dire mais quand même là il est très maigre avec ce qu'il a. Voilà, Tahar Rahim enchaîne les rôles et pas n'importe lesquels. Là il a dû perdre beaucoup de poids pour un rôle sur lequel il est actuellement, mais il va très bien. Mais je pense que c'est important de le dire pour que vous ne vous inquiétez pas. Merci. Un peu d'applaudissements pour l'équipe du film, s'il vous plaît. Et encore un peu. Tahar Rahim, encore malade, Mehdi Idir, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui au Pâté Alésia dans Séance Tenante pour se parler de ce très beau film que le public du Pâté Alésia, que je salue d'ailleurs, bonsoir à tous. Bonsoir, merci beaucoup de répondre. Bonsoir également à l'équipe du podcast. Bonsoir Robin. Et bonsoir. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Et bonsoir Gaël. Et bonsoir. Qui se partagent un micro, donc ça va peut-être être un peu folklorique ce soir. On se parle donc de Mehdi Idir, de Grand Corps Malade et de Tahar Rahim. Merci beaucoup d'être là tous les trois. Première question un peu générale pour vous trois. Après toutes ces années de préparation sur le film, après toutes ces années d'écriture, de production, de tournage, de montage, aujourd'hui de promo, on est dans quel état d'esprit face à ce type de salle qui vous accueille si brillamment ce soir? Ils sont tous retournés vers moi, vous avez vu? Là, honnêtement, on est très contents. Nous, ça fait 3 ans qu'on a commencé ce projet. Donc de pouvoir enfin voir des êtres humains qui applaudissent, qui voient le film, qui l'apprécient plus ou moins, ça fait plaisir. Et commençant, non, honnêtement, là, on est tous pressés, ça y est.
pressé que ça sorte, pressé d'avoir d'autres retours. C'est tellement de travail, et puis là surtout ça s'accélère beaucoup sur la fin, en termes de promo, d'avant-première, etc. Mais on est très content parce qu'on vit ça, voilà, on vit ça entre potes. Donc on se soutient mutuellement, on se porte mutuellement, et surtout on est très content de ne pas vivre ça tout seul et de vivre ça avec ses potes. Voilà, je crois que c'est ça le principal. Est-ce que vous êtes mes potes? Toi, je vous avais pas dit? Ouais, je te jure. Vraiment, Ouais, ça fait plaisir. je te jure. Cool. Grosse découverte du soir. J'avais une question très simple pour commencer, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais pourquoi déjà ce titre? Parce qu'on sent évidemment un lien très fort d'admiration quand on évoque le nom Monsieur Aznavour. Et je voulais aussi savoir comment l'histoire d'un artiste comme Aznavour s'insère dans votre filmographie précédente en fait. Donc il y a une double question. À vous de jouer. C'est difficile à dire le titre, voilà, il y a un moment où il faut choisir un titre. Il se trouve que là on l'a trouvé très très vite, peut-être même dès le début du processus d'écriture. Voilà, on avait envie de rendre hommage à son nom, on a envie que son nom de famille soit dans le titre, c'était une évidence. Et puis Monsieur Aznavour, évidemment, comme une marque de respect. Je pense qu'il n'y a personne en France, ou même dans le monde, qui ne trouve pas qui n'éprouve pas un profond respect pour Charles Aznavour. Et donc c'est notre cas aussi. Monsieur Aznavour, voilà, c'est une marque de respect, d'hommage. C'est un grand monsieur, malgré sa petite taille, et ça tout le monde en convient. Voilà, il se trouve que si jamais ce film a une vie à l'international, il se trouve que Monsieur, c'est aussi très français, et en même temps tout le monde connaît ce terme. Voilà, donc pour toutes ces raisons, et pour sa sobriété, sa simplicité, on aimait bien ce titre. On sait que Tahar sait se transformer pour jouer des rôles. Il y a eu récemment, il y avait le serpent. Mais le lien entre Charles Aznavour et Tahar Rahim, il n'est pas forcément évident, physiquement en tout cas. Et je voulais savoir comment vous aviez eu cette idée de casting a priori étonnante, quoi. Écoutez, voilà, c'est vraiment grâce à notre directeur de casting, c'est-à-dire qu'avec Tahar, on se fréquentait déjà beaucoup, on était déjà en potes, et ça va revenir beaucoup. Et nous, on savait tout de suite qu'en écrivant ce scénario, il fallait qu'on commence le casting très très tôt, parce qu'il fallait trouver des acteurs qui ressemblent à des êtres humains qui existaient déjà, il fallait trouver des enfants, il fallait trouver des acteurs d'origine arménienne, c'était très important pour nous. Donc très très tôt, on a commencé à bosser avec notre directeur de casting, et puis on a passé comme ça, rôle par rôle, en gardant Charles pour la fin, et puis on est arrivé vers la fin, et là il nous a dit, bon, en même temps, le personnage pour lequel je sais qu'on est tranquille, je peux savoir qui vous avez choisi, c'est pour Charles. On lui a dit, bah non, dis-nous, parce que nous on ne savait pas du tout. Il a dit, bah Tahar. On n'y avait absolument pas pensé. On voyait Tahar à ce moment-là, de temps en temps, il nous donnait même des idées de casting. Vous devriez tester lui, il est bon. Et du coup, on s'est dit très bonne idée. On l'a appelé un vendredi. On lui a dit voilà, on aimerait bien on a pensé à toi pour jouer Charles. Ce quoi, il a très gentiment répondu et très poliment, mais vous êtes des oufs ou quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Et c'était un vendredi, il nous a rappelé le lundi en disant écoutez, j'ai passé mon week-end à regarder des documentaires et des interviews de Charles, et je pense que je peux le faire. Et du coup, on est parti comme ça avec lui avant même d'avoir fini la première version de scénario, ce qui nous a permis du coup de travailler main dans la main avec lui dès le début. On a passé chaque scène qu'on avait écrite avec lui, et puis ça nous a aidé à nous aiguiller sur certaines scènes, parce que de temps en temps il disait c'est la première fois qu'on bossait avec un acteur, c'était très intéressant parce qu'il nous disait peut-être cette scène-là je peux la jouer comme ça, et du coup ça nous faisait réécrire cette scène-là, mais quand tu réécris une scène, du coup il faut réécrire un peu celle d'avant et puis celle d'après, donc ça a un peu modulé le scénario, et ça nous a beaucoup aidé. Ouais. Et Tahar, comment on reçoit un rôle comme celui-ci? Mehdi parlait de la surprise, presque du renoncement immédiat, de l'acceptation, de la recherche. Entre le moment où on se voit proposer pour la première fois ce rôle jusqu'à aujourd'hui, avec toutes ces étapes au milieu, la préparation physique, vocale, le tournage, la promo. D'abord, je le reçois de manière tellement frontale et en grande surprise, et je m'aligne derrière vous pour dire que c'était pas du tout évident. Et ça arrive vraiment comme une surprise, et ce qui a provoqué chez moi quasiment une réaction d'un rejet instinctif, parce que c'est pas du tout évident.
Et donc, chemin faisant, bon, je passe ce fameux week-end à regarder beaucoup d'images d'archives, de documentaires, et je réalise l'Himalaya qui va me falloir gravir pour faire ça. Donc, je suis quand même encore dans des craintes très profondes. Seulement, ça m'anime. Ça m'anime parce que l'idée de me dire tout peut rater m'excite profondément à chaque fois. Il y a toujours le petit art à l'intérieur qui a 12, 13, 14 ans qui rêve d'être acteur, qui me dit mais vas-y, essaye. Et du coup, ça provoque une espèce d'instinct de survie chez moi qui fait que j'ai plus le choix et je me donne plus le choix. Et du coup, tout ça, l'instinct du challenge, l'envie de challenger quelque chose et de tenter à dépasser, en tout cas, à voiler mes peurs et mes craintes pendant un instant, le temps de dire oui, le temps de dire vous êtes des ouf et d'y aller. Et puis après, c'est là que tout allait commencer. Il y a une question qu'on peut difficilement éviter, c'est celle du chant. Vous chantez donc les chansons de Charles Aznavour dans le film. Est-ce que dès le départ, c'était la condition sine qua non pour y aller, ou on se dit, je vais me faire accompagner, ou au contraire, si je chante pas, j'y vais pas? Quel travail c'est justement, tout cet entraînement vocal autour de ce personnage? Alors la condition sine qua non à la base, quand j'avais accepté de le faire, c'était que physiquement ça marche. Et comme ça, parfois on a des questions, je sais pas si vous les avez, où ils disaient, alors la première fois que vous vous voyez transformer physiquement après le maquillage, Jean-Charles, qu'est-ce que ça fait? J'en dis, si ça me faisait le même effet que vous, quand vous découvrez le film, j'en serais très heureux. Seulement, il y a eu tellement de mois de préparation et de recherche et d'approfondissement pour arriver à ce qu'on a fait, que c'était une condition qui me tenait vraiment à cœur, j'avais très peur de ça. Seulement, chemin faisant, ça y est, j'étais déjà trop dedans, et dans tous les cas, Israël. En ce qui concerne le chant, moi, ma condition à moi, c'était que je chante, que j'apprenne à chanter pour des raisons de vérité et d'interactivité, j'ai envie de dire, avec le spectateur. Parce que si quelqu'un fait du playback à l'image, je le vois, je le sens, et ça me tient en distance, moi, en tant que spectateur. Et il était hors de question de mettre le spectateur ou les fans de Charles dans un inconfort, ne serait-ce qu'une seconde à travers ce film. Donc l'idée, c'était de chanter réellement, sachant qu'il y avait un sosie vocal, et chemin faisant, je crois que Fabien, un autre grand nom de la chanson qui est ici, je pense qu'il l'exprimera mieux que moi, comme on a fait. Non, comme dit Tar, oui, un sosie vocal, c'est-à-dire un imitateur. Dans tous les biopics de chanteurs et de chanteuses, on prévoit ça, un imitateur. Au départ, on n'était pas sûr que Tar arriverait à chanter, et vous savez, il n'y a pas qu'une chanson, il y a un travail colossal. Et puis voilà, et on a dit, on va essayer. Il s'y est mis peut-être presque 4, 5, peut-être même 6 mois avant le début du tournage. Il avait 6 à 8 heures de cours de chant par semaine. Tar, quand il travaille, il ne fait pas vraiment les choses à moitié, je pense que vous avez compris un peu le principe. Donc il s'y est mis comme un fou, et puis il avait aussi des cours de piano. Et puis petit à petit, voilà, de temps en temps, on allait en studio, répéter un peu, on voyait qu'il progressait vite. Et on s'est dit, bon, ça sent bon. On n'était pas encore sûr. La dernière répétition, on était très confiants. Et le premier jour de tournage, parce qu'on peut très bien être au premier jour de tournage et finalement en post-prod après faire que de l'imitateur. Hein. Donc c'était pas encore sûr que ça allait être lui. Mais la première fois, le premier jour de tournage où il devait chanter, là on a été plus que rassurés. Avec Mehdi, on était fou de joie. On s'est dit, non mais c'est sûr, ça y est, ça marche. Il avait atteint un niveau de chant qui était incroyable. Bon, l'élocution, le parler de Charles Aznavour, il le tenait depuis longtemps. Petite parenthèse, ça faisait déjà peut-être 4 mois qu'il parlait en Charles Aznavour tout le temps, même dans l'intimité, même quand on allait manger, sa femme nous envoyait des textos en disant ça finit quand votre histoire là, parce que j'en ai marre d'entendre Charles Aznavour qui parle à mes enfants au bout du couloir là-bas. Donc ça il avait trouvé ce petit timbre, ce petit voile sur la voix, il l'a trouvé très vite aussi sur le chant, particulièrement dans les graves où c'était confondant dès le début, il avait vraiment les graves. Pour les aigus, c'était plus compliqué, il fallait aller les chercher, mais plus le tournage avançait, évidemment, il continuait de beaucoup travailler. Nous, des fois, on rentrait chez nous après une journée de tournage, lui, il allait faire encore une heure de cours de chant. Et au final, à la fin, bon, il a tout chanté pendant. Donc à chaque fois, on chantait en live. Hein. Chaque scène que vous voyez, elles ont été chantées en live, avec des musiciens en live, avec des micros partout, des fois des micros d'époque, avec le son de l'époque, il y avait un gros travail là-dessus. Mais, arrivé à la fin du tournage, il y a eu 3 mois de tournage, c'est long, 3 mois, du premier au dernier jour, il a 3 mois de chant en plus. Donc il a atteint un niveau qui était incroyable par rapport au premier jour de tournage. Donc on s'est dit, Tahar,
On a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu chantes vraiment très bien. La mauvaise, c'est qu'on va retourner en studio, on va pratiquement tout rechanter. Et du coup, oui, il avait atteint tous les aigus, il avait ce timbre. Après, bien sûr, il y a un gros travail, comme dans n'importe quel disque, de n'importe quel chanteur, un gros travail sur la voix, sur le son. Mais voilà, et on était vraiment bluffés par sa performance. Je pense que vous l'êtes aussi, parce que je crois que c'est rare. Je ne suis pas un spécialiste de tous les biopics de chanteurs, mais voilà, un acteur qui fait l'intégralité de toutes les performances vocales, je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé. Juste pour finir, pour nous c'était important et c'est pour ça que c'est génial, c'est ce souci de crédibilité entre la voix parlée et la voix chantée. Les meilleurs biopics de chanteurs et de chanteuses, même s'ils sont parfaits sur plein de points, mais c'est vrai que des fois on entend une petite différence entre la voix parlée et le moment où en fait en cachette l'imitateur il a pris le relais de la voix au moment du chant. Bon bah là c'était la même et du coup c'était vraiment une force pour nous. Et ça me donne la meilleure transition possible par rapport à la musique, justement. Effectivement, Grand Corps Malade, on vous connaît aussi pour votre grande carrière musicale. Quel exercice en tant que réalisateur, c'est de mettre en scène la musique de quelqu'un d'autre? Comment on décide de jouer avec la caméra, de se rapprocher très près de Charles Aznavour quand il chante, ou au contraire de garder une certaine pudeur et de s'éloigner avec? C'était quelle réflexion de mise en scène par rapport à cet élément primordial de la musique? Alors là, je m'associe tout de suite avec Mehdi, c'est que moi, je suis chanteur, et c'est vrai que c'est certainement un avantage de se dire on va filmer un chanteur. Moi, je sais ce que c'est de rentrer sur scène et de se prendre les projecteurs dans le visage. Je sais ce que c'est d'entendre une clameur, je sais ce que c'est d'avoir le trac quand tu rentres sur scène. Donc je me suis dit, c'est certainement une force pour pouvoir filmer tout ça. Et moi, je suis chanteur, mais il se trouve que je connais Mehdi depuis 20 ans, parce que c'est mon pote, je l'ai dit que c'était mon pote. Non, j'avais pas. C'est ouf. Et il se trouve que Mehdi, il est dans la musique aussi depuis longtemps, il a fait énormément de clips, il a fait tous mes clips. Il m'a filmé sur scène, il a fait des captations, beaucoup. Les captations, c'est quand on filme un événement, que ce soit un concert, un spectacle. Il a fait beaucoup de captations, pas seulement de mes concerts. Donc du coup, lui aussi, il sait très bien ce que c'est que filmer de la scène, de filmer du spectacle vivant. Donc du coup, avec Mehdi, on a eu cette réflexion de se dire, bon, il y a beaucoup de séquences chantées, comment on va filmer toutes ces séquences. Le but, c'était déjà de varier ces séquences, qu'elles ne soient jamais filmées de la même façon, mais que la forme ne soit jamais gratuite, qu'on choisisse une manière de filmer qui correspond un petit peu à l'état d'esprit de Charles Aznavour au moment de monter sur scène. Est-ce qu'il est dans le doute? Est-ce qu'il est en confiance? Est-ce que là, on peut créer une surprise? On dit, ouais, ça y est, il est là, il chante, mais après on découvre la salle et on voit qu'elle est à moitié vide. Voilà, tout ça, chaque scène a donné une réflexion où il fallait qu'on place notre caméra ou qu'on ait des mouvements de caméra en fonction de la psychologie du personnage à ce moment-là. On voit dans le film un très court instant le tiré sur le pianiste de Truffaut. Je me suis demandé pourquoi vous n'aviez pas montré un peu plus que c'était aussi une vraie star de cinéma. On sent d'ailleurs que c'est quand même la révolution qu'il opère, c'est-à-dire il le disait lui-même, c'est un acteur qui chante, Aznavour. C'est ça qu'il incarne quand il chante. Et je me demandais pourquoi est-ce que vous n'aviez pas montré toutes ces années de star de cinéma. Faut savoir que Charles, il a fait 50 films, donc c'était une grosse partie de sa vie. Seulement, à un moment donné, on a dû faire des choix, c'est-à-dire que au tout début, quand on a fait toute la timeline de sa vie et qu'on a écrit la première version de scénario, c'est un film qui aurait duré 5h30, et un film de 5h30, c'est chiant, techniquement. Donc on s'est dit qu'on allait raccourcir ça. En fait, ça a été la grosse partie du boulot, ça a été de se séparer à l'écriture de certaines scènes, de se séparer au tournage de certaines scènes, et surtout au montage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est rendu à l'évidence, le premier montage, il faisait 2h45. Nous, on voulait absolument descendre en dessous de 2h30, 2h20. Donc rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait enlever des pans entiers de sa vie. Et on s'est dit qu'on allait garder ce clin d'œil avec tirer sur le pianiste, sachant qu'en plus ça arrive vraiment à une jonction où il vient de réussir avec Je me voyais déjà, et puis dans la scène on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas si c'est la réalité ou un tournage, et d'un coup il y a ce OK coupé, et on voit que finalement c'est un tournage. Donc on aime bien ce truc-là un peu, pour ceux qui ne connaissent pas le film, un peu tromper les gens, et ça faisait un petit clin d'œil en gardant un de ces films mythiques. Et vous parliez tout à l'heure, on parlait de la mise en scène de la musique, on voit aussi dans le film que c'était un grand parolier. Et je voulais revenir plutôt sur l'importance des mots, et pas forcément dans la musique, justement dans les dialogues. Comment on écrit
des dialogues quand on sait qu'on s'attaque à un personnage comme Charles Aznavour qui a eu le sens des mots et qui savait que les mots avaient un sens et un poids? Et comment on arrive aussi à écrire des dialogues de l'intimité, c'est-à-dire arriver à percer l'homme derrière l'artiste en fait, et à s'imaginer sa vie de famille, sa vie avec sa femme, ses enfants, etc. Comment on arrive à l'écrire en fait? Alors, je vais commencer, mais peut-être mes collègues vont poursuivre. Alors il se trouve que Mehdi et moi, on a bien connu Charles Aznavour. Moi, je l'ai connu en 2006-2007, je crois. Alors pour la petite histoire, son Jean s'appelle Jean Rachid. Et Jean Rachid, c'est mon producteur de musique depuis le début, coproducteur du film. C'est un peu grâce à lui qu'on a eu l'occasion de faire ce film. Et donc du coup, je l'ai connu très vite. Moi, dès que j'ai commencé, il est venu me voir en concert, etc. C'est une pression fabuleuse. En tout cas, on l'a connu, mais on l'a connu aussi dans l'intimité. On a mangé avec lui plein de fois, on est allé chez lui, etc. Donc du coup, même s'il était dans un âge avancé, on a eu l'occasion aussi de parler avec lui en dehors des interviews, de la scène, etc. Vous voyez à quel point il était très vif, il aimait beaucoup les jeux de mots, il faisait beaucoup de vannes, il était très, très drôle. Ensuite, on a eu accès à beaucoup d'archives, mais aussi ses archives personnelles, ses films de vacances. Vous avez vu dans le film, il a une caméra Super 8. Très tôt, il était passionné d'appareils photo, de caméra. Il a beaucoup filmé son intimité, son entourage. Des fois, c'est Oula qui avait la caméra et qui le filmait lui. Donc, on a eu aussi accès à ces petits moments d'intimité. Donc, on va choper des mots un peu comme ça. Évidemment, après, quand on écrit des dialogues, on essaie de correspondre aussi à une époque, hein, ça commence dans les années 30, puis 40, 50, donc on essaie de ne pas se tromper sur le choix des mots. Mais je voulais préciser aussi que Tahar est intervenu assez rapidement dans l'écriture des dialogues, et surtout sur la partie de Charles Aznavour, parce qu'en fait, Tahar, il a tellement étudié Charles Aznavour, il a tellement écouté toutes ces archives dont je vous parle, évidemment, Tahar a eu accès, et puis il a analysé toutes les interviews, parce que lui, en plus, il devait aller choper les intonations, etc. Et du coup, je crois qu'il a écouté Charles comme peu de monde, et là, en faisant des lectures, en lisant les dialogues, des fois, Tahar nous disait, si je peux me permettre, je crois que peut-être Charles, il aurait dit ça plutôt comme ça. Et il avait raison à chaque fois, hein, il disait pas ça au hasard. Il avait tellement capté les intonations, les manières de parler, les mots choisis, qu'il s'est permis des fois de nous proposer des choses, et il a peaufiné les dialogues avec nous. Et quel exercice a été Tahar, justement? Cet exercice quasiment de réécriture pour s'approprier le personnage à part entière? Alors, je ne vais pas dire réécriture parce que ça serait. Des petits amendements. Ouais, amendement, collaboration. Parce que je ne suis pas scénariste des films, mais en tout cas, ces conversations qu'on avait autour des dialogues, comment je suis allé les chercher, c'est-à-dire que tous les documents qui m'ont été gracieusement donnés par la famille, par l'équipe du film, parce qu'il y avait un gros disque dur où tout le monde fait ses recherches dans son propre département, et du coup j'ai eu accès à tout ça, mais aussi à des livres qui ont été écrits par lui-même ou par d'autres, et parfois il y a des bouts de dialogue, de lettres qu'il écrivait, et c'est encore différent. Dans les lettres, on trouvait aussi une façon de parler, certains mots. Mais très souvent, après, c'était un travail quasiment microscopique, où j'essayais de capter, justement, comme le disait Fabien, ces intonations dans tous les sens. Et parfois, dans un document, je sais pas, dans un reportage de TF1 ou peu importe, par moment, comme ça, il avait des échappées où il répondait rapidement à sa femme ou à son enfant, et parfois à certains journalistes, et en fonction de son humeur, de ses albums et des époques, il parlait différemment. Mais il utilisait des mots de vocabulaire qui portaient le même sens que les magnifiques dialogues que Mehdi et Fabien avaient écrits. Seulement, je me disais, ça sonnerait mieux si c'était Charles, ça aurait résonné comme ça, il l'aurait dit de cette façon-là. C'était presque un peu un travail par endroit je dirais, le mot qui me vient, c'est légère traduction, si tant est qu'il avait sa langue à lui. C'était un immense chanteur, acteur, une star vraiment rare. Je trouve que ce que vous faites passer aussi, quand même, c'est que c'était l'incarnation d'une France diverse et ouverte, et d'origine arménienne, qui a défendu les homosexuels, enfin, qui avait ça vraiment très fort en lui. Est-ce que ça, c'était un message pour vous qui était important et qui, d'une certaine manière, trahit la modernité de Charles Aznavour? En fait, ça s'est fait plutôt dans un second temps. C'est-à-dire que
Une fois qu'on a écrit notre scénario, qu'on a écrit l'ossature, qu'on commençait à dialoguer, on a vu par rapport à sa vie qu'il y avait des ponts entre les époques et notre époque, voilà, sur l'immigration, sur le génocide, sur le racisme, sur la place des femmes, la place des homosexuels, effectivement. On a vu qu'il y avait des ponts et qui nous ramenaient à la réalité et qui montraient surtout qu'il y a certaines choses qui n'ont pas trop évolué. Donc nous, voilà, on a toujours, dans tous nos films, ce côté un peu ancré dans la réalité et ce côté un peu social, voilà, des messages qu'on a envie de faire passer. Mais c'est pas une volonté de départ, c'est-à-dire qu'on commence pas par se dire ah tiens, on va parler de racisme, on va parler de ça. C'est au fil et à mesure, là, au fil de l'eau de chaque thème qu'on aborde, qu'on se dit ok, là il y a un point important à aborder. Peut-être ça peut passer par juste un dialogue, juste une idée, juste une image, et qui te permettent d'accrocher à notre réalité actuelle. Ouais. Et on croise dans le film beaucoup de personnalités célèbres du XXe siècle qui ont jalonné la vie de Charles Aznavour. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans le film, il y en a aussi beaucoup. C'est quel coffre à jouer pour des scénaristes et ensuite des réalisateurs de se dire ok, on va mettre cette personne-là, on va faire intervenir cet artiste-là, cette chanteuse, ce chanteur. Et peut-être un mot en particulier sur l'interprète de Piaf, Marie-Julie Beau, qui fait quand même un travail assez incroyable. Et puis même pour Tar, qu'est-ce que ça fait de jouer face à Edith Piaf? Alors, jouer face à Edith Piaf, hein, j'ai plutôt pensé comment Charles, à ce moment-là, se retrouvait face à l'icône Edith Piaf. La question, c'était ça, c'est comment est-ce qu'il allait réagir, qu'est-ce qu'il allait ressentir. Et on voit bien qu'il y a toute cette admiration. Mais on sent également une forme d'opportunité qui apparaît, en se disant, si là j'ai quelqu'un qui m'ouvre les bras d'une certaine manière, qui a vu qu'on se ressemblait, venant du même endroit, et qui d'une façon ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre, m'apprécie beaucoup. Alors je saisis une opportunité pour continuer à travailler ce que je sais faire de mieux, et m'insérer dans cette école qu'a été Piaf pour lui, jusqu'à s'en émanciper au moment nécessaire, puisqu'il le fallait. Et Marie-Julie Beau, très très belle prestation. Ouais, Marie-Julie Beau, on a été tellement contents de la trouver sur notre chemin. Elle a passé le casting, voilà, on lui a donné le rôle. Elle le dit souvent, elle le raconte quand il y a des rencontres comme ça. Elle était, évidemment, elle passait derrière Marion Cotillard, derrière La Môme, etc. Donc elle avait vu le film il y a longtemps, elle avait évidemment décidé de ne pas le revoir, pour surtout pas ni s'inspirer, ni s'écarter a priori de la manière de jouer de Marion. Mais elle disait, grâce à notre scénario à Mehdi et moi, on avait axé ce personnage, nous on l'a axé comme Charles en parlait souvent. Et Charles il disait que Piaf, bien sûr elle était dure, bien sûr elle était tyrannique, bien sûr c'était une diva, mais elle était super drôle. Elle était surtout très drôle. Et c'était une vanneuse et elle était pleine de vie, pleine de joie. Et il a dit voilà, qu'il a passé son temps à se marrer avec elle. Donc nous, il nous a souvent dit ça, et il a pas qu'à nous, hein, il l'a dit dans les médias, tout ça. Donc du coup, on a un peu axé là-dessus. Et du coup, c'était une bonne piste, c'est ce que nous a dit Marie-Julie, parce que c'est pas forcément la piste qui avait été choisie dans le film La Môme, de la voir si drôle, si vanneuse. Donc voilà, elle a pris plutôt ce côté-là, et c'était voilà, c'est ce qui lui a permis aussi de s'émanciper de tout ce qui avait pu être fait sur Piaf avant. Bon, voilà, je trouve qu'elle l'a fait vraiment avec brio. J'espère que vous l'avez ressenti aussi. Et pour continuer sur les autres, nous, quand on commence à écrire, à se renseigner sur la timeline de sa vie et qu'on se rend compte qu'il a rencontré Johnny, qu'il lui a écrit une chanson, et puis qu'il y a Frank Sinatra qui traîne par-ci par-là, on se dit putain, ok, ça c'est très très cool. Donc on se dit ok, il faut qu'on les place, mais il faut les passer avec parcimonie, pas mal de parcimonie. Ça vient comme ça. Hein. Donc on se dit qu'on va un peu les passer comme ça, parce que c'est pas eux qui sont au centre du truc, donc c'est des gens qui l'ont accompagné, et puis ça permet de voir l'influence qu'il a eue sur plein d'artistes, tu vois, ça raconte quelque chose, donc faut pas les mettre juste pour les mettre, faut les mettre, mais que ça raconte quelque chose. Et Mehdi Fabien, c'est le 3e long métrage que vous co-réalisez ensemble. C'est quel travail justement de collaboration entre vous, qui jette les idées, qui les rattrape, au niveau de la caméra, qui va un peu décider d'un angle, puis d'un autre, qui va être plus peut-être à la direction d'acteur ou autre. Comment est-ce que vous travaillez ensemble, et est-ce que votre collaboration a évolué depuis le début que vous êtes potes, c'est ça, vous disiez? Je te l'ai dit ou pas? Tu m'as dit tout ça. Très finement analysé. T'es fort, hein, parce qu'on ne l'avait jamais dit. On n'a pas évolué.
C'est peut-être pas terrible comme phrase d'accroche. On n'a pas du tout évolué dans la manière de travailler, on n'a rien appris. C'était pas vraiment ça. Ah, mais justement, est-ce que vous avez évolué? Ça me faisait rire. En tout cas, dans notre manière d'aborder le binôme, on n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'on travaille de la même manière que lors du premier film, c'est qu'on ne se partage rien. On bosse beaucoup en amont, à la fois parce qu'on a besoin de beaucoup bosser pour se sentir en confiance, et on sait que plus tu travailles en amont et plus tu es tranquille le jour du tournage, tu sais où tu vas, tu sais où tu mets tes caméras, les acteurs savent ce qu'ils ont à faire, et plus tu travailles en amont et plus c'est fluide le jour J. Et puis ce travail en amont, il nous permet aussi d'être d'accord sur à peu près tous les sujets. Donc sur chaque scène, nous on se fait des petites mises à jour de nos cerveaux en disant voilà, on essaie de se poser toutes les questions de la tenue à la place de la caméra. Évidemment, on travaille avec les équipes, les chefs-op, etc. Et du coup, cette mise à jour nous permet le jour du tournage de parler un peu d'une seule voix. Souvent les acteurs nous disent qu'on a un cerveau pour deux. Ce qui n'est pas en soi un compliment génial, mais en tout cas, on le prend plutôt bien. Et du coup, voilà, le jour J, il n'y a pas un de nous deux qui va parler aux acteurs pendant que l'autre va voir les techniciens. Voilà, souvent, et c'est certainement le meilleur compliment qu'on puisse nous faire, c'est qu'un technicien, s'il a besoin de l'avis d'un réalisateur, bah, il va voir celui qui est le plus près de lui. Et il sait qu'a priori, il aura la même réponse que l'autre. Je voulais revenir sur. Vous parliez de Jean Rachid, donc, qui est le gendre de Charles Aznavour. Je me disais, quand j'ai vu le film, je me disais qu'il y a cette dimension d'admiration, mais vous n'hésitez pas non plus à montrer des phases un peu plus, des moments un peu plus obscurs, enfin pas obscurs, mais quand même un peu critiques sur le personnage, son rapport à l'argent, aux femmes, enfin il y a des choses. Et je me demandais comment, justement, c'est un film dont la famille, vous avez travaillé en collaboration avec la famille, est-ce que ça vous a donné, enfin, ils vous ont donné cette liberté-là? Comment s'est passée cette relation avec les producteurs? Bon, on est en procès avec la famille. Hein. Voilà, c'est ça. Ça va nous coûter énormément d'argent, donc parlez autour de vous du film parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'argent. Non, ils ont eu l'intelligence de comprendre qu'on avait besoin de ces côtés un peu sombres. Donc, nous, au début, c'est vrai que c'était pas évident. Après la première version de scénario, quand on leur a fait lire, on s'est dit c'est pas évident. On fait lire à des enfants le scénario sur la vie de leur père. Et on appréhendait un petit peu. Mais en fait, ils ont adoré, ils ont très vite compris. Ils ont dit ok, c'est très important qu'on parle de ça. Et puis ils nous ont dit ok, sur tel défaut, on peut vous raconter aussi tel truc. Donc ils ont insisté, ouais, telle anecdote, qu'on a pu un peu pousser le truc. Et franchement, ils nous ont accompagnés. C'était plus que ce qu'on imaginait. Nous, au début, on appréhendait. Et puis quand on leur montre la première version de montage, on appréhende aussi. Mais ils nous ont toujours épaulés. Ils sont toujours allés dans notre sens. Et on les en remercie énormément. On ne pouvait pas rêver mieux. C'était un accompagnement hyper bienveillant et en même temps avec totale liberté. Depuis le début, ils nous ont mis très à l'aise avec cette question-là de qu'est-ce qu'on a le droit de dire, pas le droit de dire. On avait carte blanche. Et en même temps, que ce soit pendant la préparation ou sur le tournage, ils étaient assez présents, mais discrets. Ils ne disaient pas ce qu'il fallait faire, mais ils étaient là. Enfin, surtout Katia. Katia, c'est la petite blonde qu'on voit à la fin du film. Du coup, elle était là sur le tournage très souvent. Et bon, voilà, je me rappelle d'un ou deux moments qui m'a marqué, notamment un où elle va voir Tahar entre deux prises discrètement. Elle allait très rarement vraiment devant les caméras. Mais là, elle a vu qu'il y avait un petit moment. Elle allait voir Tahar en disant là, je te le dis, c'est bluffant. Pendant toute la scène, j'ai vraiment vu mon père. Donc, évidemment, pour nous, pour Tahar, avoir la fille qui dit ça pendant le tournage, ouais, ça fait du bien, ça fait plaisir. J'ai une question pour vous, Tahar. Je voulais savoir, on voit dans le film que Charles Aznavour était un énorme bosseur. Je voulais savoir, est-ce que le fait d'avoir ce parallèle avec un artiste qui a autant bossé, est-ce que ça a changé votre rapport au travail artistique? Est-ce que, pour vous, en tant qu'acteur, il y aura un avant, un après Charles Aznavour du fait d'avoir incarné un aussi gros travailleur, en fait? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rapport artistique? Oui, je vais y revenir, mais oui, pour d'autres raisons. D'abord, j'ai un immense respect pour les travailleurs. Et en fait, une fois, tout ce qu'on disait tout à l'heure, où j'étais dans le recul, etc., parce qu'il n'y avait pas de point commun, ça, c'est l'une des choses à laquelle j'ai pu me raccrocher, parce que jamais je l'atteindrai, son perfectionnisme obsessionnel ou son abnégation au travail, parce c'était titanesque chez lui. D'ailleurs, le film le raconte et il en paye le prix quelque part, par choix, d'une certaine façon.
Mais en tout cas, on en avait la même définition. Moi, j'ai toujours eu besoin de travailler, pas pour les mêmes raisons que lui, certainement, mais d'aller au bout de mes recherches, aller au bout de mon travail pour pouvoir croire en ce que je fais. Comme s'il fallait que je mette tout dans la besace derrière, d'avoir fait tous mes devoirs et me dire ça y est, j'y vais, j'arrive, je peux aller sur le terrain. Maintenant, on peut travailler. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas faire mon travail. C'est impossible en fait. Parce que je vais m'inhiber, je vais m'angoisser et je vais commencer à m'en vouloir. Et puis ensuite, les cadenas se mettent en place et c'est terminé. Par contre, ça m'a encore plus confirmé que cette direction était la bonne et la plus parfaite pour moi, en tant qu'acteur. Je ne sais pas comment d'autres fonctionnent et je n'aurai pas la prétention de leur dire comment il faut faire, mais en tout cas, pour moi, c'est ça. Et surtout, par-dessus tout, en traversant cette aventure qui a été le plus beau tournage de ma vie, cela dit en passant, grâce à mes deux amis là et Jean-Rachid et toute leur équipe, vraiment. C'est que je démarre à un point, je démarre pas au point zéro avec ce film quand je dis oui. Si l'Himalaya fait 8848 mètres, je démarre à moins 8848 mètres dans ma tête. Et de me dire qu'on est allé au bout de ça, ça m'a prouvé que j'ai pu le faire, que j'ai pu tenir ce marathon. Et ben, grâce à eux, qui ont été assez fous pour me proposer ça, et croire à ça, parce que quand on est réalisateur et qu'on décide de proposer à quelqu'un, c'est qu'on croit qu'il peut le faire. Donc ils y croyaient plus que moi au départ. Et ben, ils m'ont permis de me dire que, voilà, maintenant, en fait, tous les challenges, il faut oser tout le temps, ne plus se poser de questions. J'ose, je tente, j'y vais, à force de travail, d'une façon ou d'une autre, on atteindra au moins un résultat qui serait acceptable. Et avant de passer le micro au public pour leur laisser poser les questions, juste une dernière question de notre côté sur l'expérience globale qu'a été M. Aznavour pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez garder de cette expérience-là ? On est sur un personnage extraordinaire, dont vous parlez très bien tous les trois. On est sur une production aussi, dans beaucoup de sens, extraordinaire par rapport à ce que vous avez fait précédemment avec Patient et la vie scolaire, en termes de scope, de grand cinéma, de nombre de figurations, de scènes. On traverse toute la France du XXe siècle. Qu'est-ce que vous allez garder de cette expérience de cinéma-là, en tant que metteur en scène, scénariste, acteur ? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, peut-être qu'on est encore un peu trop dedans, le film n'est même pas sorti. Mais peut-être la première impression, et je rejoindrai ce que vient de dire Tahar, c'est d'oser. C'est vrai que quand on te confie le biopic de Charles Aznavour, et que là on arrive, on n'a rien, hein, la feuille elle est blanche, il y a un stylo sur la table, quoi. Donc qu'est-ce qu'on va raconter, quelle partie de sa vie, voilà, il faut tout écrire, mais avant de tout écrire, il faut tout connaître. Voilà, quand tu démarres vraiment au jour 1, tu te dis que l'aventure va être costaud. Sans parler évidemment après du choix des acteurs, du tournage, de toutes les équipes, de 3000 figurants sur l'ensemble du tournage, voilà, que ça se compte en années de travail au final. Donc voilà, un peu comme Tahar, de se dire, bon bah, on est allé au bout de cette expérience, le film, on l'aime, avec Mehdi, avec Tahar, on est fiers de ce qu'on a fait, avec Mehdi, c'est le film qu'on espérait, qu'on avait imaginé au début. Il a peut-être ses défauts, il a ses qualités, en tout cas nous on voulait raconter ça de cette manière-là. Donc déjà voilà, c'est la première satisfaction, c'est que le film, quand tu démarres un film, tu ne sais pas si tu vas arriver à mettre à l'image dans 2 ans ce que tu imagines dans un coin de ta tête. On a réussi ça au moins. Donc on est fiers de ce film, donc on est allé au bout de ce projet fou et voilà, comme disait Tahar, je pense que ça nous permettra même pour les prochains défis de dire, bon on peut y aller 8847 mètres finalement, j'ai retenu la hauteur, finalement c'est peut-être accessible. Et pour moi, oui, ça change. En fait, quand tu fais un film comme ça avec autant d'ampleur, sur chaque domaine artistique, il y a énormément de questions à se poser, et énormément de recherches à faire. Voilà, quand tu fais un film d'époque comme ça, et ben surtout tu te poses des questions, tu te renseignes sur tout, c'est-à-dire à ces époques-là qu'on a pu traverser, ce que portaient les gens comme vêtements, quelles étaient les voitures, la manière de parler, la manière d'être coiffé, et du coup comment tu filmes ça, quelle est la déco, enfin tous les petits détails.
C'était tellement de travail, c'était tellement enrichissant parce que du coup, tu dois aller te renseigner, tu regardes des documentaires, tu lis des livres, puis après, tu travailles avec tes équipes pour aller vraiment au plus précis. On voulait être vraiment plus précis historiquement. En fait, ça t'enrichit tellement, tu apprends tellement de choses que c'est vrai, là, dans l'absolu, repartir sur un projet un peu plus léger, en tout cas, c'est ce que je pense maintenant. Peut-être que ça va changer demain, mais peut-être dans 1 heure. Pour l'instant, je me dis, j'aimerais bien avoir des projets avec une telle ampleur. Voilà. Mais peut-être aussi me dire, c'est pour ça que je viens juste de changer, ça va peut-être 2 minutes, 30 C'est secondes. instantané en fait. Peut-être faire un truc plus simple aussi, tranquille. Voilà, parce que là, c'était dans mon travail, peut-être ça me plairait aussi. Voilà. Et on va maintenant passer aux questions du public. Vous avez eu l'occasion d'entendre l'équipe. On va juste donner un micro justement. Et ensuite on va passer aux questions. On peut commencer avec monsieur juste ici. Voilà. Bonjour à tous, c'était un super film, j'ai bien aimé. Vous aviez parlé tout à l'heure du fait qu'en 3 mois de tournage, du coup, le talent de chanteur de Tahar s'est amélioré. Est-ce que lors de l'élaboration du plan de travail, ça a été une question de se dire est-ce qu'on priorise certaines musiques les plus importantes pour les mettre à la fin d'un entraînement, ou alors c'était vraiment pas du tout prévu et du coup vous aviez avancé en post-production, du coup on a fait ce doublage. Tu fais du cinéma, non? Parce que c'est une question quand même très précise. On va parler Qui de nous parle travail de dans temps une de travail, militaire en rapport avec le cinéma. Écoute, pas complètement, un petit peu. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de contraintes sur un plan de travail comme ça, tu peux l'imaginer, qu'il y avait 1000 contraintes. Mais c'est vrai qu'il se trouve qu'on avait un petit peu fait en sorte que les plus grosses scènes chantées n'arrivent pas quand même la première semaine. Et notamment, son dernier challenge au chant, c'était les dernières séquences de la Bohème dans le Grand Théâtre avec l'orchestre symphonique, où il chante quand même la Bohème en français, en anglais, en espagnol. Et du coup, voilà, je me rappelle que ouais, on s'est un peu pris quand même dans les bras à la fin de cette journée en disant waouh, c'était ta dernière scène chantée, c'était pas la moindre. Et c'est vrai que bon, ça tombait quand même plutôt bien que celle-là arrive vers la fin. Mais on n'a pas fait ce qu'on a voulu tout le temps sur le plan de travail. Non, d'autant plus que voilà, Tahar, à la base, il n'est pas chanteur, donc lui, les parties chantées, c'était très important pour lui, donc il avait sa liste. Et du coup, à chaque fois qu'on passait une chanson, au tout début de tournage, il paraît ok, ça c'est fait, il était très content. Ok, ça c'est fait, c'est bon, putain, je suis content, celle-là je l'ai passée. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, putain, il commence vraiment, on sentait le truc, là, il chante de mieux en mieux, putain. Et vers la fin, on s'est dit, putain, on doit lui annoncer qu'il doit toutes les rechanter. Donc on est allé le voir, il a dit, ah putain, mais il savait que c'était pour le bien du film, donc évidemment, il l'a fait. Et puis surtout, il s'est rendu vraiment compte que c'était pour le mieux du film et de sa prestation. Mais sur le coup, on se parlait avec lui, on me dit putain, vas-y, il faut aller lui dire ça. C'est clair qu'au début, au fond de moi, je pestais un peu, parce que je me dis, ça y est, c'est fait, j'ai coché la case, je passe à l'autre. Et quand on doit tout refaire, c'est à nouveau y retourner, et à nouveau se risquer. Mais en tout cas, heureusement qu'on a fait ça. Heureusement. Merci. En tout cas, je tiens juste à préciser quelque chose, c'est que Tahar, sur ce film, il avait en moyenne 4 heures de maquillage et de mise de perruque par jour. Moi, je voyais avant chaque tournage, la veille, tu reçois la feuille de service, ça t'indique voilà, tout ce que tu vas faire dans la journée, ça t'indique surtout, toi tu connais, parce que tu as bossé sur ce film, donc toi tu es au courant. Et du coup, tu as les heures de convocation de chacun. Et des fois, pour lui, je voyais des heures de convocation catastrophiques, je dirais, 4h30 du matin, 4h du matin. Sachant que nous, c'était plutôt 8h, 9h, tu vois, donc cool. Sachant qu'en plus, après, nous, on terminait notre film, on rentrait chez nous, et lui, en plus, il enchaînait avec des cours de chant, des cours de piano. Et honnêtement, sincèrement, je vous jure, il s'est jamais plaint une seule fois. Vraiment, donc on peut l'applaudir pour ça. Si vous Juste une précision sur ce passage en studio. Se réapproprier les chansons une fois que le tournage est terminé, c'est un exercice différent. J'imagine on n'a plus les caméras, on doit se remettre dans un personnage qui ne doit pas être très très loin. C'est quel exercice le passage en studio pour se réenregistrer? C'est plus simple déjà parce qu'il n'y a plus la caméra. Mais comme j'ai été prévenu en amont, et puis je me doutais bien qu'il fallait y retourner à un moment donné, tout ce que j'attendais c'était la date pour que je puisse repartir prendre mes cours de chant, parce que je ne suis pas chanteur, ça n'est ni une vocation, ni une velléité.
Et donc j'ai besoin de travailler pour pouvoir chanter. Donc je suis reparti faire des cours, je suis allé en studio, mais c'était même plutôt rassurant, parce que je savais qu'on allait... J'avais passé le plus difficile de toute façon. Ce plus difficile, c'était on va tout rechanter quand on n'avait pas terminé de tourner. Donc ok. Et puis et je me disais, ça ne pouvait que améliorer ce qu'on avait déjà fait. Donc, et c'était pas le personnage, oui. De toute manière, à chaque fois qu'on rechantait les passages exigés de Charles en studio, on avait tellement travaillé en amont que le corps, tout revenait d'une certaine manière. Donc. Mais non, moi, ça, je vous remercie encore les gars, parce que ça a permis vraiment de m'amener, en tout cas moi, le plus loin possible dans l'interprétation sonore. Prenons une autre question du public. Oui, monsieur, là-bas, 5e rang. Bonsoir, j'ai 2 questions. La première c'est, je voudrais savoir le budget du film. 350 €, 400 balles. TTC, hein, tout compris. En cash. Non, mais de toute façon, c'est des chiffres qui circulent, il n'y a aucun tabou. C'est autour de 25 millions, ce qui représente pour un film français un très très beau budget. Ce qui ne représente pas du tout les plus gros budgets du film français de l'année. Il y a des films qui sont bien au-delà de ça. Nous, perso, on était à l'aise, on était contents avec ça. Notre film précédent était autour de 3 millions. C'est un très beau budget, bien au-delà de la moyenne des films français. Mais rien que cette année, il y a des films beaucoup plus chers. Et ça, Fabien et moi, on les a mis comme ça. C'était vraiment... On ne voulait pas déranger les gens, on a dit on va les mettre. C'était sur un PEL, quoi. Ouais, on avait un peu d'argent de côté. Une deuxième question, c'est ça? Et je voudrais savoir la suite. Est-ce qu'il y aura une suite Au début, on voulait faire Charles Aznavour fait du ski, mais après, en réfléchissant aux idées, pas ouf l'idée. Non. La famille était toujours d'accord, elle est vraiment très bienveillante. Une question au 2e rang, et ensuite on fera monter le micro. Attendez, Ah non, vas-y. Ah non, si, allons-y. Je connais cet être humain. Ah, très bien. Je tiens à le préciser. Est-ce que du coup, on ça coupe le s'appelle micro? Vincent Nguyen, Francis Cutter. Il a fait des clips avec nous. Waouh. Donc, je pense que je peux l'applaudir. Je le connais, on peut l'applaudir. Non. Il a travaillé avec nous. Très grand talent. Francis Cutter, on peut pas taper ça sur. Moi, je voulais dire, sincèrement, c'est une masterclass ce film, même si on est J'ai beaucoup payé pour ça. Voilà. Je voulais pas dire ça, mais je te le dis sincèrement. Non, la question des trois, même Tahar Rahim aussi, on se connaît pas, mais bravo, force à toi. Alors ma question, un peu comme ce que vous avez posé pour Tahar Rahim, qui vous a proposé de faire ce biopic? Parce que vous disiez que vous connaissiez Charles Aznavour. Est-ce que déjà au moment où vous le connaissiez, vous aviez déjà en tête d'envisager de faire un film sur lui, alors que c'est quand même une icône nationale, etc. Est-ce que c'est Jean Rachid? Est-ce que c'est vous qui avez, c'est vous qui êtes venu le voir? Comment s'est passé ce moment, quoi? C'est vraiment son idée. À Charles, il ne voulait pas que ça se fasse là, mais il a entendu parler des gens qui lui proposaient plus ou moins, et du coup il a dit voilà, si un jour il y a un biopic, je voudrais, Jean Rachid, que ce soit toi qui t'en occupes. Il avait une grande confiance en son gendre, et son gendre venait de produire un premier film, donc voilà, c'est vraiment ça le départ. Ensuite, Jean Rachid nous propose en tant que réalisateur auprès de Charles. Charles nous valide parce qu'il a vu Patient. Voilà, c'est vraiment dans cet ordre-là. Pour tout dire, d'ailleurs, on devait même démarrer ce film avec lui. Je ne vous l'ai pas dit, parce qu'on fait à peu près 50 interviews par jour. Ça, je ne vous l'ai pas dit encore. C'est pas une vanne, c'est que je ne me rappelle plus si ça, je le dis là ou juste avant. On devait faire ce film presque avec lui, puisque c'est cette histoire de confier à Jean Rachid, on est à peu près en 2017. Et on se dit, bah, on a l'opportunité, on va le faire. Et on s'est dit avec Mehdi, ça va être extraordinaire, on va avoir le consultant de luxe le plus incroyable, on va écrire un scénario, puis à chaque fois qu'on aura des questions, on va aller chez lui, on va passer des journées entières à ce qu'il nous abreuve d'anecdotes et de petites choses sur sa carrière. Et au moment de lancer le projet, il est décédé malheureusement en octobre 2018. Évidemment, on n'avait aucune envie de faire le film à ce moment-là, on a laissé passer du temps, on a fait notre deuxième film, La vie scolaire, et quelques années après, voilà, l'envie est revenue, on avait envie de le faire, ce film, la famille avait envie que ça se fasse. Et nous, même s'il n'était plus là, on sentait sa force du fait qu'il avait envie que ce biopic existe et qu'il nous avait en plus adoubé. Faisons
Montez le micro dans la salle. Je vais juste faire une petite parenthèse. Charles Aznavour, le truc qui nous a le plus appris avec Fabien, c'est qu'il faut toujours dire la vérité au public. Et là, j'ai très envie d'aller aux toilettes, donc je vais y aller rapidement et je reviens tout de suite. J'ai une petite vessie en tant que personne de petite taille. Merci. À très vite. Oui. Il n'y a pas de problème. Merci pour ce beau voyage musical, moi j'ai beaucoup apprécié. Une question pour Tahar Rahim. Entre le vendredi soir où on vous appelle et le premier jour de tournage, il se passe combien de temps pour prendre le personnage et rentrer dedans? À peu près, hein, pas la journée près, mais J'aime bien être précis, je crois. 6 mois. Ouais. 6 mois. d'accord. C'était en novembre, ce fameux coup de fil, ce fameux week-end, et on a démarré fin mai. D'accord, belle performance. Et une deuxième question, la plus générale, est-ce que ça vous faisait plaisir cet été d'entendre 80 000 spectateurs au Stade de France chanter Emmenez-moi dans la playlist de Paris 2024? Comment? C'était merveilleux de voir ça et de le vivre et de l'entendre. D'autant plus que maintenant, moi, toutes ces chansons, elles résonnent différemment, moi. Une question suivante. Vous avez 50% des réalisateurs sur scène, donc c'est bien qui vous Non, il n'y a qu'un demi-cerveau, mais il connaît toutes les réponses aussi, pas de problème. Allez-y. Bonsoir à tous. Comme on le sait tous, Charles Aznavour il a profité d'une grande influence arménienne et je voulais savoir comment ça s'était retranscrit au niveau de l'écriture du rôle du personnage, de l'interprétation, même dans le choix du casting. Alors cette influence arménienne, il a acquis un peu plus tard que ce qu'on pense, Charles Aznavour. Bien sûr, il naît dans un environnement arménien. Ses parents parlent arménien. Il est dans cet univers, c'est ce qu'on voit dans le bar, le resto au début, cette fête qui a donné la chanson Les Deux Guitares. Il est entouré de Russes, d'Arméniens, de Tziganes. Il vit vraiment dans cet environnement-là. Mais il n'a pas connu l'Arménie. Et du coup, pendant une bonne partie de la carrière, il se sent plutôt apatride. Alors, il se sent plutôt français, mais il n'a pas une grande conscience de ses origines arméniennes. Il connaît rien de son pays. Ses parents lui ont vaguement raconté 2-3 choses, mais voilà, il ne se sent pas profondément arménien. Et bien sûr, avec le temps qui passe, avec l'âge qui arrive, des fois, on a besoin de se raccrocher à ses origines, de comprendre d'où on vient. Donc, il a commencé un peu plus tard à faire des recherches, à savoir d'où il venait. Il fait un premier voyage en Arménie pour chanter. Là, on est, je crois, dans les années fin des années 60, début 70. Donc, vous avez vu, il a mis beaucoup de temps à aller en Arménie pour la première fois. Il se trouve, pour être tout à fait franc, et comme il disait la vérité, comme dit Mehdi au public, que ça se passe pas super bien. Voilà, le voyage n'est pas très bien organisé. Là-bas, tout le monde lui saute dessus en disant je suis plus ou moins de ta famille. Le concert est pas ouf. Bon, mais il n'a pas un premier contact avec l'Arménie incroyable. Mais il se sent quand même de plus en plus arménien. Et puis ensuite, dans les années 80, il y a le fameux tremblement de terre. Et là, il sent qu'il doit faire quelque chose. Et là, il épouse la cause arménienne et il épouse, j'ai presque envie de dire, tout son peuple. Il passe énormément de temps à partir de là en Arménie. Il monte une fondation, une association pour toi Arménie. Il récolte des fonds avec la fameuse chanson où il convoque absolument toute la variété française. Et là, des années 80 jusqu'à sa mort, il n'a pas arrêté de parler de l'Arménie. Ça a été le meilleur ambassadeur de l'Arménie dans le monde entier. Voilà, je ne sais même plus si je réponds à ta question, mais je voulais déjà préciser le rapport de Charles Aznavour à l'Arménie. Ensuite, pour nous, pour le film, il se trouve que très vite, donc on a choisi Tahar, qui est très très peu arménien, hein, vous le savez certainement. Et en plus, on choisit sa sœur, qui s'appelle Camille Moutawakil, Aïda, qui n'est pas arménienne non plus. On s'est dit, ça manque d'arméniens dans ce film. Donc on a absolument voulu que les parents soient arméniens, que les accents soient des vrais accents arméniens, que l'entourage, les Manouchian, ces deux acteurs aussi franco-arméniens. Donc évidemment, on avait vraiment à cœur de rendre hommage à l'Arménie. Évidemment, après, dans le contenu du film, de démarrer avec cette histoire dramatique du génocide et de cet exode. Donc voilà, l'Arménie, évidemment, si tu parles de Charles Aznavour, elle nous accompagne forcément, mais en tout cas, ça ne dure pas toute la vie de Charles Aznavour. L'Arménie, elle n'est pas présente à tous les niveaux. Une question suivante. Bonsoir. Alors déjà, félicitations pour tout le travail réalisé et merci de nous avoir fait découvrir cette facette de Charles Aznavour. J'avais une question un peu plus technique, effectivement.
Est-ce qu'il y a eu une scène, que ce soit pendant la prépa prod ou pendant le tournage, où on s'est dit, ok, là on attaque une scène qui est plus fastidieuse que les autres, et comment on l'appréhende? La scène la plus compliquée techniquement, c'était la scène de la libération. Parce que vous voyez, c'est un plan séquence, c'est-à-dire que la caméra se coupe jamais et qu'il fallait. Techniquement, c'était très compliqué parce qu'on commençait à l'intérieur d'un appartement. Nous, on prépare ça sur plusieurs scènes avant. On voit que petit à petit, sa vie commence à se réduire. Voilà, il commence à être enfermé dans une chambre d'hôtel. Il y a les Allemands qui sont là. Là, petit à petit, on fait des plans de plus en plus serrés pour préparer ce plan-là. Et puis, à un moment donné, voilà, quand la libération arrive, on sort par la fenêtre, on descend petit à petit, on élargit un petit peu. Donc déjà, c'était beaucoup de questions techniques, comment on fait pour passer par la fenêtre, ensuite descendre, et puis après, on traverse toute la rue, et puis on arrive sur ce pont où il y a les chars, et on l'accroche à une grue pour finir le plan. Déjà, le plan était très compliqué, mais en plus de ça, il y avait énormément de figurants, il y avait 350 personnes, et puis aussi, il y avait du jeu. Donc ça, c'est des plans qui sont... Enfin, nous, avec Fabien, on adore faire ces plans-là parce que c'est les plans où toute l'équipe est vraiment ensemble, c'est-à-dire techniquement, même au niveau du son, parce qu'il fallait qu'on suive le son tout le temps. Donc à tous les niveaux possibles, il y a des défis. Donc c'est énormément de préparation en amont. Et tout le monde est ensemble. Voilà, c'est vraiment... t'as l'impression que tu es en finale de Champions League, tu vois, là, il faut y aller, on est tous ensemble. Et ce matin-là, ce qui était très cool, c'est que voilà, nous, au début, on commence dans un petit bureau, tout seul, Fabien et moi, à écrire voilà, la scène de la libération. Et tu arrives un matin, et puis tu vois 350 figurants habillés, coiffés. Et d'un coup, on nous dit, vous pouvez venir s'il vous plaît, parce faut qu'on voit les emplacements des chars. Et là, tu dis, ok, je crois qu'on a réussi quelque chose quand même quand on voit où on a démarré. Comment on a démarré et qu'on te pose cette question-là, tu dis ok, là on est sur un truc très sérieux. Et il y a eu aussi, je dirais, la bohème. Parce que la bohème, vous voyez, c'est une espèce de, encore une fois, c'est comme si le plan continuait, puis qu'on traversait des lieux et des temps, puis on voulait que ça évolue petit à petit, c'est-à-dire que ça commence par Tahar au piano, et puis on finit par un orchestre philharmonique, on voudrait, voilà, que vous voulez que le son évolue de plus en plus, et ça c'était énormément de travail surtout sur le son et sur l'image, sur les effets spéciaux, pour qu'on passe d'un lieu à l'autre, mais que ça se fasse de manière fluide. Donc voilà, je pense que c'est les deux scènes techniquement qui étaient les plus compliquées. Encore quelques petites questions, je vois qu'il y en a une tout au fond. Oui, bonjour madame. Oui, bonsoir. Alors moi, j'ai une question pour Tahar Rahim, mais qui en fait s'adresse à vous trois. Je voulais savoir en tant que père de famille, comment est-ce que vous avez assimilé le rôle d'un acteur aussi grand qu'a été Charles Aznavour? Comment est-ce que vous avez assimilé la scène d'un père qui perd son enfant? Comment est-ce que vous l'avez vécu, pas vraiment à vivre, mais plus à interpréter, jouer? vous voulez dire? À l'interpréter, vous voulez dire? Oui, exactement, pardon. Ça, c'est des espèces de cuisine qu'on a à l'intérieur. Chaque acteur a un petit peu sa façon à lui d'aller tirer des tiroirs émotionnels dans lesquels il va aller stocker des souvenirs, des blessures, des joies, enfin une espèce de florilège de sentiments qu'on peut aller chercher parfois. C'est difficile à maîtriser par moments. Et ça s'appelle, dans une certaine méthode, on appelle ça la substitution. C'est-à-dire qu'on va jouer quelque chose qui appartient au récit d'un film, mais en vérité, ce que nous, on va chercher à l'intérieur, c'est un souvenir qui n'appartient pas au récit du film. Et ensuite, c'est de faire en sorte que ça se marie bien avec. Ça, c'est une façon de faire. Et il y a une autre façon de faire qui parfois marche et parfois marche pas, c'est de rentrer dans une croyance directe, de se dire, et si ça arrivait, si c'était mon cas. J'aime pas trop faire ça parce que c'est très violent, mais c'est ce que j'ai tenté de faire à ce moment-là, en imaginant que ça m'arrivait. Seulement, il m'a imposé une contrainte qui elle-même est imposée par le personnage de Charles, qui était quelqu'un de tellement pudique qui cachait
ses émotions à tout le monde. Donc ça, c'est une chose qu'on avait comprise et intégrée. C'est la raison pour laquelle il dit je vais aller chanter ce soir et qu'il retient tout. Et sauf que mes amis là voulaient que ça se fasse dans un plan séquence. Et moi, je n'avais pas imaginé, je pensais qu'ils allaient couper, qu'on allait reprendre et tout. Moi, je dis là, en fait, t'as le truc, tu te retournes, il faut qu'on est ce qu'on est. Toute sa tristesse qui vient apparaître à ce moment-là, toute cette douleur, et sachant que ton personnage est quelqu'un qui va garder ça et qui ne le montre jamais et qui garde cette pudeur. Donc il fallait à nouveau le re-rentrer à nouveau avant d'entrer dans la voiture. Ce qui était un exercice un petit peu difficile pour moi. Mais bon, on a plongé, on y allait. J'espère que j'ai répondu à la question. Et on va prendre donc la dernière question du public, là-haut, en haut. Bonjour madame. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film grandiose. Avant de poser ma question, je voulais juste dire le passage Dr. Dre, top. Franchement, génial. Et la ressemblance est vraiment, c'est bluffant. Avec Charles Aznavour, la scène où vous êtes dans le taxi, où vous lui dites, voilà, arrêtez-moi, je voudrais marcher, moi je vois Charles Aznavour, hein, je vous vois plus tard, Raïm. Merci. Et non mais réellement, et justement, quand on a vécu ça pendant tout votre tournage, une fois que le film s'arrête, que tout est fini, ça y est, on a terminé le film, comment vous avez repris votre vie normale, si je puis dire? Parce que faut s'en défaire de Charles Aznavour. Généralement, il m'est beaucoup plus difficile d'entrer dans un personnage que d'en sortir. Cette fois-là, ça n'a pas été très difficile de sortir on va dire, de l'âme émotionnelle de Charles. Ce qui est resté un petit peu comme ça, comme des vestiges, des espèces de petits vestiges physiques parfois, ou de voix, dont je ne me rendais pas compte. Je disais, tu parles encore un peu comme lui. Ou alors j'avais le coude qui était un peu trop levé. À part ça, j'étais tellement heureux d'avoir vécu une aventure comme ça. Et vous savez, c'est tellement bon de démarrer un tournage. C'est tellement bon de le faire. Mais c'est aussi tellement bon quand ça s'arrête. Que tout se passait bien. Mehdi Diarta, Raïm, encore malade, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais juste remercier, il y a quelqu'un qui a eu un petit rôle dans le film, voilà, durant Dr. Dre, elle est près de la piscine, elle s'appelle Manon Giraudot, elle est là-bas, là, c'est la grande, elle fait 2,57 m à peu près, elle a une chemise en jean, voilà, je la balance. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été avec nous, merci aux équipes de Pâté Film pour avoir permis cette rencontre, au Pâté Alésia et à ses équipes, à Yannick, à Nathan, à OV Studio, à Paul et la technique, et puis bien sûr merci à vous trois d'avoir été là, Robin, Lisa, Gaël, pour cet épisode spécial de Séance Tenante pour M. Aznavour. Merci à vous trois encore une fois, merci à tous, au public et à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Bravo. Merci beaucoup.